Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge dans un univers immobilier qui fascine autant qu'il intimide, les ventes pour taxes au Québec. On a tous entendu ces histoires incroyables de propriétés acquises à une fraction de leur valeur lors d'enchères publiques, n'est-ce pas? Mais attention, derrière ces opportunités en or se cache une mécanique municipale extrêmement rigoureuse. L'objectif de cette exploration, c'est justement de démystifier tout ça. On va décortiquer ces réglementations complexes étape par étape, des tout premiers retards de paiement jusqu'à l'acquisition finale. Préparez-vous, ça va être dense mais passionnant. Pour garder le cap, voici notre feuille de route. On va suivre 6 étapes très claires. D'abord, le concept et la base légale. Ensuite, le cheminement du retard jusqu'aux enchères. Après, on vivra le jour de la vente. On parlera de la fameuse période de rachat, puis on affrontera les risques et les cas particuliers avant de terminer par un guide pratique truffé d'avertissements. C'est parti! Section 1. Le concept et la base légale. Avant même de penser à acheter quoi que ce soit, il faut absolument comprendre comment le terrain est balisé. C'est la base. Ces ventes sont strictement encadrées par des lois de la province, mais, et c'est très important, leur exécution est gérée localement. C'est vraiment ce double niveau qui dicte toutes les règles du jeu. Concrètement, le terme officiel au Québec, c'est la vente pour défaut de paiement de taxes. Mais pourquoi une maison ou un terrain se retrouve là? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'un propriétaire a cessé de payer ses taxes municipales ou scolaires pendant un bon bout de temps. L'autorité locale utilise alors son pouvoir légal pour forcer la vente aux enchères et récupérer son argent. Attention, il ne faut surtout pas confondre ça avec une saisie bancaire. Ici, c'est une procédure purement administrative et fiscale. Et là, on touche à un point fondamental, un véritable obstacle pour beaucoup d'investisseurs de l'extérieur. Il y a une différence juridictionnelle majeure au Québec. D'un côté, on a les MRC, les municipalités régionales de comté. Une MRC, c'est un regroupement qui gère les ventes pour plein de petites municipalités en même temps. De l'autre côté, on a les villes indépendantes ou villes hors MRC comme Montréal ou Québec qui gèrent leurs enchères de manière totalement autonome. Donc si on cherche une vente dans un petit village, il ne faut pas chercher sur le site du village, mais bien au niveau de la MRC. Section 2. Du retard aux enchères. Voyons maintenant comment une propriété atterrit concrètement sous le marteau de l'encanteur. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est un processus super méthodique avec des délais très stricts. Tout commence par une accumulation de factures impayées sur plusieurs mois. Ensuite, le conseil local s'en mêle et adopte une résolution formelle. C'est l'ordre de vendre, le vrai point de départ. À partir de là, la machine s'emballe. Un premier avis public est publié pour prévenir tout le monde. Puis, un deuxième avis vient figer la liste finale juste avant le jour J. Rien ne se fait en cachette, tout est publié au grand jour. D'ailleurs, en parlant de publication, où est-ce qu'on trouve ces fameuses listes? C'est la question à millions de dollars. La règle d'or, fiez-vous uniquement aux sources primaires et officielles. On parle des sites web des MRC, des greffes municipaux ou des journaux locaux. Cherchez les documents PDF intitulés Avis public. Oubliez les agrégateurs privés sur Internet, ils sont souvent obsolètes ou incomplets. C'est vraiment le meilleur moyen de rater une opportunité ou de se fier à de mauvaises infos. Une fois qu'on a mis la main sur le PDF officiel, il faut savoir le lire. Il y a un vocabulaire très précis à maîtriser. Le matricule, c'est le numéro de rôle d'évaluation. Le cadastre, c'est le numéro de lot officiel au registre foncier. Ensuite, les taxes dues montrent la dette exacte. Et enfin, la mise à prix, c'est le montant de départ de l'enchère. Ce montant inclut les taxes, les intérêts et les frais de procédure. C'est absolument essentiel de comprendre ces termes pour calculer la viabilité de l'investissement avant même de bouger de son canapé. Section 3. Le jour de la vente. L'action aux enchères. On y est. Fini la théorie, on entre dans l'arène. C'est un environnement où tout va très vite et où l'adrénaline est au rendez-vous. Au Québec, la majorité de ces ventes se fait sous la forme d'un encan public, bien souvent en personne. Et croyez-moi, c'est une véritable guerre verbale. L'encanteur annonce la mise à prix et les mains se lèvent à une vitesse folle. Au moment précis où le marteau tombe, c'est ce qu'on appelle l'adjudication. L'offre gagnante est figée. Et c'est là que l'étape la plus stressante de la journée commence. Le paiement. L'adjudicataire doit payer immédiatement, sur le champ. Et les règles sont implacables. Il faut de l'argent comptant, en respectant les limites exactes, des chèques visés ou des traites bancaires. Aucune place pour du financement classique ou une hypothèque de dernière minute. Si on n'a pas les fonds dans la seconde, la propriété est remise aux enchères immédiatement devant toute la salle. La liquidité, c'est le nerf de la guerre. Section 4. La période de rachat, les fameuses limbes juridiques. Bon, l'enchère est gagnée, le paiement est fait, on sabre le champagne? Eh bien, pas si vite. C'est ici que commence la phase la plus mal comprise du système. Le chiffre choque. 1 an. Remporter l'enchère ne fait absolument pas de vous le propriétaire définitif instantanément. Ça déclenche ce qu'on appelle un droit de retrait.
Pendant 365 longs jours, l'ancien propriétaire a le droit légal, absolu et incontestable de revenir payer sa dette et de reprendre sa propriété. Pour bien comprendre ce concept de limbe, regardons les papiers. Le jour de l'enchère, on reçoit un certificat d'adjudication. C'est juste un biais conditionnel. On a le droit de garder et d'entretenir la bâtisse, mais c'est tout. Interdiction formelle de faire des rénovations majeures ou même de couper un arbre sur le terrain. On n'est littéralement qu'un simple gardien. Ce n'est qu'après 1 an, si et seulement si l'ancien propriétaire ne s'est pas manifesté, qu'on peut enfin aller chez le notaire pour obtenir le contrat de vente final. Mais alors, que se passe-t-il si l'ancien propriétaire revient ? On perd tout ? Pas du tout. La loi a prévu une belle compensation. L'ancien propriétaire doit rembourser intégralement le prix payé le jour de l'enchère, mais il doit y ajouter 10% d'intérêt annuel. Donc oui, on perd l'opportunité immobilière, mais on récupère son capital avec un rendement de 10%. C'est plutôt un beau lot de consolation, non ? Section 5. Risques et cas particuliers. C'est l'heure du retour à la réalité. Acheter lors d'une vente pour taxe, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Il y a des risques opérationnels et juridiques sévères. Les municipalités ne vous feront aucun cadeau. Le mot d'ordre, c'est tel quel ou as is. C'est l'achat à l'aveugle par excellence. Aucune inspection de l'intérieur n'est permise avant l'achat. Vous pourriez trouver une coquille vide ou des dégâts majeurs. Et ça ne s'arrête pas là. Vous héritez aussi des possibles contaminations environnementales du sol, des servitudes et des restrictions municipales qui, elles, ne sont pas effacées par l'enchère. La municipalité se dédouane de toute garantie. Et attention à cette subtilité typiquement québécoise qui crée des catastrophes. Sur les listes, on voit des cadastres, ce qui signifie qu'on achète le terrain et ce qui est dessus. C'est classique. Mais parfois, on tombe sur la mention bail de villégiature. Et là, danger, on n'achète pas la terre. On achète uniquement un droit de location pour un chalet situé sur des terres publiques. Si on confond les deux, on peut vite regretter son investissement. Section 6. Guide pratique et avertissement. Alors, comment on navigue dans ce champ de mine, surtout quand on observe le marché de loin ? Voici un plan d'action en 5 étapes. 1. Surveiller de près les avis publics des MRC et des villes indépendantes. 2. Aller voir l'emplacement de ses propres yeux, même si c'est juste de l'extérieur. 3. Fouiller le registre foncier et vérifier le zonage pour anticiper les risques. 4. Préparer ses traites bancaires, on l'a vu, c'est crucial. Et 5. Ajuster son mental. Il faut se préparer à attendre une année entière sans rien toucher. Un point d'alerte maximum pour les investisseurs étrangers, particulièrement ceux du Brésil ou d'ailleurs qui s'intéressent au Canada, attention au mirage. Regarder des listes historiques ou des résultats post-vente ne sert à rien d'autre qu'à faire une étude de marché. Ça ne vous donnera pas de propriété à acheter aujourd'hui. Ensuite, ces encans nécessitent très souvent une présence physique au Québec ou à minima une représentation légale formelle, comme un mandataire avec procuration. On ne règle pas ça par un simple coup de fil de l'étranger. En résumé, ce système est un fascinant exercice d'équilibriste. D'un côté, un potentiel immobilier exceptionnel. De l'autre, des conditions drastiques. Des liquidités massives immédiatement disponibles, des nerfs d'acier pour accepter des risques tels quels, sans garantie, et une patience à toute épreuve pour traverser la période de rachat d'1 an. Évidemment, face à un environnement juridique aussi pointu, un petit rappel s'impose. Toute cette exploration est strictement à des fins éducatives. Avant de dépenser le moindre centime, consultez toujours un notaire ou un avocat agréé au Québec et fiez-vous toujours au Code civil du Québec et aux documents des MRC. C'est la seule façon de sécuriser vos démarches. Voilà qui nous amène à la conclusion de ce décryptage. Les MRC, le droit de retrait, l'absence de garantie, la mécanique n'a plus de secret pour vous. Alors, la question se pose naturellement. Face à cette rigueur implacable et ces risques indéniables, a-t-on vraiment le profil, les reins solides et la patience nécessaires pour se lancer dans l'aventure des ventes hors taxes au Québec ? C'est à cette question qu'il faut répondre avant de faire le grand saut.